Bonjour tout le monde. On va parler dans cet enregistrement des gammapathies monoclonales ou dysglobulinémie. Les deux gammapathies monoclonales qu'on va traiter, c'est le myélome multiple et la maladie de Waldenström. Et avant d'aborder ces deux questions, je voulais vous faire quelques petites définitions. C'est quoi gammapathie monoclonale? Un rappel sur les immunoglobulines et comment explorer les différents examens qui peuvent explorer ces gammapathies monoclonales. Ensuite, on va voir les deux pathologies en détail. Donc, une gammapathie monoclonale, elle est définie par la présence dans le sérum ou les urines, ou les deux, d'une immunoglobuline monoclonale. Cette immunoglobuline monoclonale, pourquoi elle est dite monoclonale? Parce qu'elle est caractérisée par un seul type de chaîne lourde. IgG, c'est le plus fréquent, ou bien IgA, IgM, IgD ou IgE. Et un seul type de chaîne légère, kappa ou lambda. Parce que chez un sujet normal, on a le lymphocyte B qui, après stimulation, donc il va donner des plasmocytes, ils vont sécréter des immunoglobulines. Mais il va sécréter dans le corps. Si on fait un dosage des différentes fractions, donc on trouve de l'IgG, de l'IgM, de l'IgA à différents dosages. Mais quand il y a une anomalie et il y a une immunoglobuline monoclonale, on va trouver un seul type d'immunoglobuline, soit IgG, soit IgM. Donc, elle est caractérisée par un seul type de chaîne lourde et un seul type de chaîne légère. Donc, voilà, c'est pas polyclonal, c'est monoclonal. Quand il y a gammapathie monoclonale, c'est-à-dire il y a un clone de plasmocyte qui sécrète cette immunoglobuline monoclonale. Elle peut être, cette gammapathie monoclonale, elle peut être révélatrice d'une hémopathie maligne, mais ça ne signifie pas forcément, toute gammapathie monoclonale ne signifie pas forcément une malignité, une hémopathie maligne. Mais le plus souvent, elle est révélatrice d'une hémopathie maligne. Après, on va voir pourquoi on a mis cette notion dans la définition. Donc, les immunoglobulines, qui représentent 20% des protéines du plasma, elles sont constituées de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Elles sont reliées par différentes liaisons. On a des sites de liaison de l'antigène, la partie variable, il y a la partie fixe, constante, et on a 4 types de chaînes lourdes. On a les gamma qui donnent les EGG, alpha qui va donner les EGA, mu qui va donner les GM, delta qui va donner les GT et l'epsilon qui va donner les GE. Et il y a deux types de chaînes légères, kappa et lambda. Les fonctions des immunoglobulines, c'est deux fonctions, fonction anticorps reconnaissance spécifique de l'antigène et fonction effectrice dans l'activation du complément. Voilà un tableau qui montre les différentes caractéristiques des immunoglobulines, ce qu'il faut savoir surtout les différents dosages des différentes fractions. Vous voyez, les GT et les GE ils ont faible quantité, donc inférieur à 0,15 et inférieur à 100. Et ce qu'il faut surtout connaître dans ce tableau, c'est le poids moléculaire. Vous voyez que l'IgM, c'est l'immunoglobuline qui est la plus lourde, donc qui a un poids moléculaire le plus important. Donc, vous le voyez. Donc, et quand ça signifie quoi? Ça signifie quand il y a un pic à IgM, on a un syndrome d'hyperviscosité parce que l'immunoglobuline, elle est très lourde et elle a une forme pentamérique. Donc voilà les particularités. Et vous voyez que dans le sérum, un sujet normal, vous avez les différentes fractions. On n'a pas une seule chaîne. On n'a pas une seule immunoglobuline. On a différents types. C'est ça ce qu'on appelle le polyclonal. Mais quand ça devient, on rentre dans le cadre pathologique, donc c'est une sécrétion d'une seule chaîne. Voilà. Et comme les chaînes kappa, vous voyez, il y a 2 fois plus de kappa que de lambda.
Donc, c'est-à-dire le rapport chaîne légère kappa sur lambda égale 1,5 sur ou bien 1,5 à 2. Voilà comment on va explorer les gammapathies monoclonales. Donc, l'exploration la plus basique, c'est l'électrophorèse des protéines sériques ou urinaires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer les principales protéines du sérum grâce à un champ électrique. Et on va voir les différentes fractions. Donc, on aura la fraction de l'albumine, la plus importante, la fraction alpha 1 qui contient l'alpha 1 antitrypsine et alpha 1 lipoprotéines, la fraction alpha 2 qui contient les protéines d'inflammation alpha 2 macroglobulines, céréoplasmine, leptoglobine, la fraction bêta qui contient transférine, bêta lipoprotéines et bêta 2 microglobulines. Et on peut parfois les GA, elles migrent au niveau de bêta. Donc, les différentes immunoglobulines migrent au niveau des gamma. C'est ça la zone de migration des immunoglobulines. Voilà, on a l'électrophorèse et pour connaître les différentes fractions IgG et GA, c'est l'immunofixation qui va nous permettre de connaître les différentes fractions, les IgG, les GA, les JM, les kappa, lambda. Donc vous voyez là un profil normal qui va nous permettre de connaître l'immunofixation, nous permet de connaître les différentes fractions. Voilà, et il y a le dosage pondéral qui permet de quantifier les différentes fractions. Et il y a notre examen qui est l'immunoélectrophorèse dans les urines. Donc, les différentes explorations peuvent être pratiquées au niveau du sérum et au niveau des urines. Et le dosage des chaînes légères qui est très important, c'est-à-dire on a les chaînes légères qui sont liées toujours aux chaînes lourdes. Mais quand on fait les examens, de préférence, on fait la quantification qui est plus spécifique, on quantifie les chaînes légères qui sont libres. Et ça donne une appréciation juste et exacte sur les chaînes légères. Voilà les différents examens. Donc, électrophorèse, ça donne une idée sur les différentes fractions de protéines. L'immunofixation, ça permet de donner les différentes fractions. Le dosage pondéral permet de quantifier. Et le dosage des chaînes légères, c'est les free light, ça permet de doser les chaînes légères libres. Donc, les gammapathies monoclonales, caractérisées par la synthèse d'un seul type d'immunoglobuline. Vous avez vu qu'il y a différents types d'immunoglobulines, mais le gammapathie monoclonale est définie par la synthèse d'un seul type d'immunoglobuline, par un seul clone issu de la lignée lymphocytaire B. Donc, plasmocyte, c'est issu de la lignée B. On a parfois le GM, il est synthétisé par les lymphoplasmos. Vous voyez, donc l'origine, c'est les lymphocytes B. Donc, pour détecter cette gammapathie monoclonale, il y a le premier examen, ce qu'on appelle l'électrophorèse protéine sérique. Et qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de l'électrophorèse protéine sérique? Donc, quand on pratique cet examen, à l'état normal ou bien inflammatoire, etc., on a cet aspect. Donc, il y a de l'albumine. Vous voyez là, on peut inverser. Ce qu'il faut savoir, toujours se référer à l'albumine. Donc, il faut rechercher où est-ce que se situe l'albumine. Donc, on peut avoir de la droite vers la gauche et la gauche vers la droite. Tout dépend le schéma. Donc, ça, c'est l'albumine, c'est l'alpha 1, l'alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma. Vous voyez que si on fait le dosage, gamma, c'est 18,1. Ça permet de faire le dosage selon la surface. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation de la zone gamma. Donc, elle est 18,1. Donc, il y a une augmentation des immunoglobulines. Mais vous voyez, la base, elle est large. Donc, ce n'est pas monoclonal. Et l'électrophorèse à elle seule ne permet pas de dire que c'est polyclonal ou monoclonal. Ça nous oriente. Quand c'est large, ça nous oriente vers un aspect polyclonal. Quand c'est étroit, ça nous oriente vers un pic monoclonal. Donc, comment on va interpréter cette électrophorèse? On va dire qu'il y a une légère augmentation de la zone gamma avec un aspect à base large. Donc, un pic ou bien une augmentation de la zone gamma à base large. Ça signifie qu'il y a une prolifération polyclonale. On voit généralement ça dans les syndromes inflammatoires.
Mais là, comment on va interpréter cette électrophorèse? Donc, un pic, vous voyez que le pic, il est là, pic, pic en zone gamma, d'allure monoclonale. C'est important. Vous n'allez pas dire sur l'électrophorèse que c'est un pic monoclonal. Non, c'est faux. Pic en zone gamma d'allure monoclonale, qui va nous permettre de dire que c'est monoclonal. Donc c'est l'immunofixation. À l'état normal, on a les différentes fractions. Vous voyez que l'immunofixation, vous voyez qu'il y a une seule immunoglobuline qui migre. Il n'y a que les GG et lambda, un seul type de chaîne lourde et un seul type, ce qui est défini gamma-pathie monoclonale. Donc effectivement, on est devant une gamma-pathie monoclonale. C'est l'immunofixation qui permet de confirmer la monoclonalité et de typer. Non seulement on va confirmer la monoclonalité, qu'il y a un seul type, et de dire qu'il s'agit de IgG lambda. Ensuite, on fait le dosage pondéral. Donc voilà comment on fait les différents examens et comment on explore cette gamma-pathie monoclonale. On revient toujours sur les explorations parce que c'est très important. C'est la partie la plus importante. Je voulais introduire ça, introduire le myélome et le gamma-pathie par ces planches pour bien connaître c'est quoi immunoglobuline, c'est quoi gamma-pathie monoclonale et comment on va les explorer. Après, ça va être facile. Donc, il y a des anomalies d'orientation des gamma-pathies monoclonales et il y a des anomalies spécifiques. Donc, examen de confirmation. D'orientation, on a la VS qui est accélérée. On a également, sauf dans le myélome à chaîne légère, il n'y a pas de chaîne lourde, donc le VS peut être normal. Les hématiés en rouleau, pourquoi? Parce qu'il y a des immunoglobulines en niveau serré, en excès, donc il y aura une agglutination des globules rouges et ça va donner des globules rouges en rouleau, c'est-à-dire tassés les unes contre les autres en pile d'assiette, aspect en pile d'assiette. Donc voilà, et elle va donner une macrocytose. Voilà, on va voir après les différents mécanismes de l'anémie. L'hypercalcémie, on va voir après pourquoi il y a une hypercalcémie. L'hyperprotéidémie, puisque les gamma, l'immunoglobuline fait partie des protides. Hyperviscosité, parce que augmentation de la pression à côté. Voilà, donc il y aura anomalie au niveau de l'EPS qui va nous détecter ce pic monoclonal. Et ce pic monoclonal, on va le typer et le préciser par l'immunofixation, ensuite dosage par densitométrie. Actuellement, la détection des immunoglobulines monoclonales nécessite l'EPS et le dosage des free light. Également, on rajoute, pour avoir une idée précise sur les chaînes légères. Voilà, donc ensuite, je vais vous donner un autre exemple, dernier exemple. Donc, voilà un sujet normal. Il y a différentes couleurs. Donc, il y a différents clans de plasmocytes qui vont sécréter différents types d'immunoglobulines. Ce qui est normal, voilà. Mais quand il y a une anomalie au niveau de l'ADN, une lésion, donc ça donne cet aspect. Quand il y a une inflammation, il y a augmentation de plasmocytes, donc il y a augmentation, mais qui reste polyclonale. Donc, on a différentes fractions. Mais quand il y a un clone qui prolifère, un seul clone, donc il y aura sécrétion d'un seul type d'immunoglobulines. Voilà donc la définition de gamma-pathie monoclonale. Donc ça donne cet aspect sur l'électrophorèse, on doit le confirmer par l'immunisation. Donc on a prolifération plasmocyte, donc on a un pic monoclonal sans qu'il y ait aucune cause. Donc on peut avoir ce qu'on appelle gamma-pathie de signification indéterminée. C'est-à-dire, on ne voit pas qu'il y a, donc si on cherche devant tout pic monoclonal, on doit rechercher la prolifération plasmocytaire, l'origine de ces immunoglobulines. Si on ne trouve pas une prolifération plasmocytaire, il n'y a pas un syndrome, donc une maladie dysimmunitaire, une maladie de système, donc on n'a rien qui peut nous guider vers une gamma-pathie monoclonale. On va parler de gamma-pathie de signification indéterminée. Il y a un pic, mais on ne trouve pas où ça provient. On ne trouve pas où est-ce qu'elle est la prolifération. Ça provient de
Quelle est l'origine de... Donc, on parle de gammapathie monoclonale, de signification indéterminée. Et ça nécessite une surveillance. Ça peut être une étape pré-myélome multiple, qui peut précéder la survenue d'un myélome multiple. D'accord. Mais elle peut évoluer lentement sans qu'il y ait aucune hémopathie. C'est pour ça que je vous ai mis dans l'introduction que toute gammapathie, c'est pas un synonyme de malignité. Mais le plus souvent, elle révèle une hémopathie maligne ou autre pathologie. Donc voilà, ça c'est dans les gammapathies monoclonales. Euh, on peut avoir plasmocyte qui va sécréter une immunoglobuline entière, c'est-à-dire chaîne lourde et chaîne légère. Un seul type, un seul type. On va parler de myélome. Donc, quand il y a la prolifération plasmocytaire et le pic monoclonal, on va parler de myélome multiple à immunoglobuline entière. Ces plasmocytes, ils peuvent sécréter que les chaînes légères. Donc, on va parler de myélome multiple à chaîne légère. Il peut ne pas sécréter, mais il y a la prolifération plasmocytaire. Donc, on va parler de myélome non sécrétant. Donc, ces chaînes légères, elles peuvent se déposer n'importe quel organe et ça va donner une amylose. AL, c'est le dépôt de chaînes, dépôt amyloïde. Donc, c'est des chaînes légères qui sont déposées sur les différents organes. On peut avoir une accumulation de ces plasmocytes sous forme de tumeur. Donc, solitaire, ce qu'on appelle les plasmocytomes solitaires. Donc, ça, c'est différentes présentations de myélome multiple. Donc, on va commencer avec la première gammapathie monoclonale qui est myélome multiple ou la maladie de Kaller. Donc, myélome multiple signifie une prolifération lymphoïde B monoclonale. Donc, c'est clair. De type plasmocytaire dans la moelle osseuse. Donc, il y a la prolifération. Cellules souches, ça va donner des lymphoblastes. S'il y a un blocage à ce niveau, c'est le leucémie aiguë lymphoblastique. S'il y a un blocage, il y a une prolifération. Sans qu'il y ait un blocage, si ça provient de la moelle, on parle de leucémie lymphoïde chronique. Si ça provient des organes lymphoïdes secondaires, c'est les lymphomes. C'est ça ce qu'on a vu comme introduction dans les hémopathies et les classifications des hémopathies malignes. Je ne voulais pas rajouter des gammapathies pour ne pas compliquer les choses. Mais là, les gammapathies monoclonales, c'est une prolifération médulaire des plasmocytes. Et il y a le myélome multiple. On va voir le Waldenström. Donc, il faut rajouter, c'est tout. C'est tout. Donc, on a leucémie aiguë quand c'est un blocage à un stade immature, prolifération des blastes. Quand il y a une prolifération au niveau de la moelle, c'est une leucémie lymphoïde chronique, sans blocage. Et quand il y a une prolifération au niveau périphérique, les organes lymphoïdes secondaires, c'est les lymphomes. Et quand il y a prolifération plasmocytaire, après stimulation donc plasmocytaire, c'est le myélome multiple. Voilà la définition de myélome multiple. Donc, c'est une prolifération plasmocytaire dans la moelle. Et on va voir, il y a les critères, vous allez comprendre que myélome multiple fait partie des gammapathies monoclonales. D'accord? Et elle est caractérisée par une prolifération plasmocytaire et une sécrétion d'une immunoglobuline monoclonale. Soit urinaire, soit sérique, ou les deux. Elle peut être une sécrétion d'immunoglobuline complète ou bien à chaîne légère seulement. Donc c'est ça la définition de myélome multiple. Elle est simple. Il y a un clone plasmocytaire avec sécrétion d'immunoglobuline monoclonale. C'est tout. Sur le plan épidémiologique, elle touche des sujets âgés. L'incidence, donc en Algérie, une étude épidémiologique a été faite en 2005 qui a retrouvé qu'il y a une incidence de 1,1 par 100 000 habitants par an et elle occupe troisième place après le lymphome. C'est une maladie chronique et qui est incurable, comme la LLC, elle est incurable, le myélome multiple, elle est incurable. Sur le plan physiopathologique, donc ça c'est le point le plus important. La physiopathologie, c'est le chapitre le plus important. Quand on comprend la physiopathologie, on va comprendre le reste du cours. Donc, vous voyez, il y a une lymphocyte B. Après stimulation antigénique, il y a une réponse aux infections. Elle va donner plasmocyte, elle va sécréter des anticorps. Très bien. Ça, le sujet est normal. Très bien. Quand il y a une lésion au niveau de l'ADN, donc il y aura une prolifération de plasmocytes anormale.
et ça donne une immunoglobuline monoclonale. Donc voilà le mécanisme du myélome. J'espère que voilà, c'est facile. Donc on revient sur ce schéma. Donc vous voyez qu'il y a prolifération des plasmocytes au niveau médulaire qui va donner une immunoglobuline monoclonale. Très bien. Ce pic, il peut être à immunoglobuline entière, c'est-à-dire il y a les chaînes lourdes et les chaînes légères qui sont liées, ou bien chaînes légères seulement. Il y a une entité qui est inférieure à 1%, c'est myélome multiple non sécrétant. Il n'y a que la prolifération plasmocytaire. Donc là, c'est important, c'est immunoglobuline entière aux chaînes légères libres. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les manifestations de la pathologie. Donc, il y a la prolifération plasmocytaire et il y a l'immunoglobuline. Donc, on aura les conséquences de la prolifération plasmocytaire et les conséquences de la prolifération du pic monoclonal. Très bien. Donc, quelles seront les conséquences? Donc, quand il y a le plasmocyte qui va augmenter, donc monoclonal, ça va donner augmentation des cytokines. Donc, ces facteurs, cytokines, ils vont activer les ostéoclastes. Donc, on aura une activité ostéoclastique qui est très importante, qui va être responsable des lésions osseuses. Ça, c'est le premier point. Et qui dit lésion osseuse, ça va induire une libération du calcium, donc hypercalcémie. Il y a une prolifération plasmocytaire, donc qu'est-ce qu'elle va nous donner? Étouffement de la moelle, donc il y aura une dépression de la synthèse des autres lignées, donc on aura les cytopénies. Très bien. Puisqu'il n'y a pas une immunité qui est fonctionnelle, donc puisque prolifération monoclonale, c'est des cellules qui ne sont pas fonctionnelles, donc on va avoir un sujet qui est susceptible aux infections. C'est une dépression de l'immunité. Ça, c'est les manifestations liées à la prolifération plasmocytaire. Et il y a les manifestations liées à l'immunoglobuline elle-même. Donc, immunoglobuline, qui dit immunoglobuline, dit hyperviscosité, augmentation du volume. Donc, augmentation de l'immunoglobuline, ça va donner hyperviscosité. Donc, immunoglobuline qui peuvent se déposer au niveau rénal, surtout les chaînes légères, ça va donner ce qu'on appelle les néphropathies myélomateuses. Ces chaînes légères, elles peuvent se déposer dans n'importe quel organe. Et ça va donner les amyloses. Donc voilà les différentes manifestations. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les conséquences de la prolifération plasmocyte, donc sur l'os, sécrétion des cytokines qui vont activer les ostéoclastes et ça donne les lises osseuses. Et au niveau de la moelle, inhibition contact, donc l'insuffisance médulaire. L'excès d'immunoglobuline, ça va donner des infections parce qu'il y a une immunodépression. Les cytopénies auto-immunes parce qu'il y a un trouble immunitaire. Ces immunoglobulines se fixer sur les facteurs et donner des troubles de la coagulation, les signes d'hyperviscosité, les tubulopathies, etc. Donc voilà la physiopathologie. Donc l'étiologie elle est inconnue et l'origine c'est les plasmocytes B dans la moelle. Voilà. Les anomalies, donc on a plusieurs anomalies génétiques. Les plus fréquentes, c'est la translocation 11-14, 4-14, délétion 17P, et il y a les autres, délétion 13, l'hyperdiploïdie, il y a d'autres. Donc voilà les différentes anomalies génétiques au cours du myélome multiple. Donc, on va revenir sur les complications parce que c'est très important. Donc, au niveau osseux, il faut savoir, il y a augmentation de l'activité ostéoclastique et inhibition de l'activité ostéoblastique, diminution des ostéoblastes. Donc, il y aura une distraction de l'os qui va donner libération du calcium, donc l'hypercalcémie. Et les immunoglobulines peuvent se déposer n'importe quel endroit, surtout les chaînes légères qui vont se déposer au niveau rein, au niveau glomérulaire, tubulaire, tubule proximal ou distal, et ça va donner les néphropathies myélomateuses. Ils peuvent être responsables de l'insuffisance rénale
Voilà. Donc, voilà, on récapitule avec ce schéma. Myélomultiple, qui dit myélomultiple va dire infiltration médulaire par des plasmocytes responsables de la sécrétion d'immunoglobulines. Cette infiltration médulaire, elle va être responsable de l'anémie, des lésions osseuses, et qui dit lésions osseuses va dire hypercalcémie. Quand il y a une dépression des autres lignées, ça va donner les cytopénies. Très bien. Pour l'immunoglobulines, il y a diminution des globulines, donc des infections. Et immunoglobuline monoclonale, ça va donner l'insuffisance rénale par dépôt de chaîne légère au niveau rénal, hyperviscosité, agglutinine froide, les neuropathies quand ça se dépose sur la gaine de myéline, et cryoglobuline, l'agglutinine froide, et voilà les différentes manifestations au cours du myélome multiple. Je vous ai mis ce schéma pour vous montrer l'évolution clonale. Donc, on a parlé dans les gammapathies monoclonales. Il y a d'abord post-centre germinatif. Vous voyez, si vous vous rappelez que l'origine, tout dépend de l'origine de la cellule, c'est post-centre germinatif. Donc, on a prolifération. On a dit que le myélome, c'est une prolifération plasmocytaire. Donc, quand il n'y a pas une prolifération plasmocytaire. Donc, il y a un clone, mais qui n'est pas encore visible. Donc, il n'y a que le pic monoclonal. C'est le MGUS, signification indéterminée. C'est le pic monoclonal, maladie clonale, gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Ensuite, il y a la prolifération plasmocytaire. Donc, on va parler de myélome multiple indolent. Ça, c'est pour vous. C'est pas ce qu'il faut. Donc, c'est pour comprendre seulement l'histoire de myélome multiple. Pour ce schéma va nous confirmer que le MPUS peut évoluer vers le myélome. C'est pour ça qu'il faut surveiller le MPUS qui peut donner un myélome multiple qui n'est pas symptomatique, donc il n'y a pas ces complications. Donc, il n'y a pas ces complications, il n'y a que le myélome multiple. Donc, ensuite, quand il évolue, il faut évoluer vers le myélome multiple qui est symptomatique. Ensuite, quand il y a d'autres lésions, ça évolue jusqu'à la leucémie à plasmocyte. Donc, voilà l'histoire. Ce qu'il faut surtout retenir, que le MGUS, il peut évoluer vers le myélome. C'est ça, sur ce schéma. C'est bon. Donc, on va aller à l'étude pathologique. Donc, circonstances de découverte. C'est une pathologie qui est caractérisée par... Donc, c'est à partir de ce schéma, on peut déduire tout le reste. Donc, circonstances de découverte. Donc, le patient, ça touche surtout la tranche d'âge supérieure à 45 ans. Donc, ça touche le sujet âgé. La découverte peut être fortuite lors d'un examen clinique. On a le VS qui est accéléré, une hypercalcémie, pic monoclonal, etc. Lors de la réalisation d'un bilan de routine. Donc, les signes cliniques les plus importants, c'est les douleurs osseuses. Devant toute un message à vous faire passer. Donc, devant toute symptomatologie ou des douleurs osseuses, n'hésitez pas à demander une électrophorèse des protéines sériques. Surtout chez le sujet âgé. Toute anémie, normocytaire normochrome ou bien microcytaire normochrome, c'est-à-dire inflammatoire, ou symptomatologie douloureuse, surtout le syndrome osseux, quand il y a douleur osseuse, il faut jamais oublier de demander une électrophorèse de protéines sériques. Voilà un message à vous passer. Donc, on a le syndrome osseux. Patient se présente pour altération de l'état général. Il peut se présenter pour une de ces complications, pour une exploration d'une anémie. On avait des myélomes multiples qui sont venus pour syndrome anémique. Et ils sont venus pour des infections à répétition, pour des lésions osseuses, pour une insuffisance rénale. Voilà, il demande le bilan étiologique, donc l'électrophorèse, il trouve un pic monoclonal, il demande la biohématologie, on fait la molle et on trouve la prolifération plasmocytaire et on pose le diagnostic. Une hypercalcémie, une neuropathie, une insuffisance rénale, voilà. Donc tout ça, c'est des circonstances, que ce soit fortuite, découverte fortuite, soit les signes cliniques, soit les complications. Ça,
Il faut retenir ces chapitres pour être bien systématisés. Donc, toute pathologie, les circonstances de découverte, ils peuvent être découvertes fortuites, ils peuvent être liées aux symptômes de la maladie ou liées aux complications de la maladie. Ça, c'est euh, fixe. Ensuite, l'examen clinique. Le maître symptôme dans le myélome multiple, c'est les lésions osseuses et les douleurs osseuses. Et les signes osseux, on a multiples signes. Donc, soit des douleurs osseuses qui sont présentes dans 70% des cas de phase initiale. Ils sont de sièges multiples, rachis, les côtes, bassins, d'intensité d'horaire variable qui ne cèdent pas aux antalgiques ou bien au repos. Donc, voilà en rapport avec les lises osseuses et les tuméfactions sternales, costales ou claviculaires. Ils peuvent, donc, les signes osseux, on a des fractures pathologiques, le patient. Donc, sans qu'il y ait un traumatisme, on a des fractures, ce qu'on appelle des fractures pathologiques. Ce qu'on voit également dans l'ostéoporose. Donc, on a dans le myélome multiple les fractures pathologiques. Ou bien le tableau, l'urgence diagnostique et thérapeutique, c'est la compression médulaire. Le patient, il vient pour paraplégie, ou bien pour des douleurs au niveau des membres inférieurs, ou bien des rachialgies. Quand on examine, il faut jamais oublier un examen neurologique complet. Donc, quand on fait le Papensky, il y a un syndrome pyramidal, réflexe apolique. Donc, on demande IRM du rachis, on retrouve qu'il y a une masse médulaire qui est le plasmocytome. C'est une masse qui est formée de plasmocytes, qu'on appelle plasmocytome, qui comprime les racines, ou bien une fracture pathologique du rachis qui comprime les racines. Donc voilà, elle va donner une compression médulaire et c'est une urgence thérapeutique. On doit opérer le patient et lever l'obstacle rapidement, ou bien, si on a le diagnostic, faire une radiothérapie en urgence. Donc voilà, c'est pour lever d'obstacles, parce qu'il y a le risque de paralysie irréversible quand ça dure. Donc, cliniquement, on recherche les signes généraux, on les a vus dans le lymphome, on recherche l'état général et on fait la cotation selon les COG. On a vu les différentes donc les cotations de l'ECOG pour avoir le même langage. Les signes hématologiques, puisque les plasmas peuvent infiltrer la moelle, donc on peut avoir anémie ou hémorragie, etc. Manifestations rénales, les signes d'hypercalcémie, les signes neurologiques ou infectieuses, surtout toutes les signes de complications. Donc toute complication, elle peut donner des signes cliniques, elle peut se manifester cliniquement. Voilà. Rarement un syndrome tumoral, c'est très rare, l'adénopathie spénomégalale dans le myélome, c'est rare. Complications surtout médulaires. Donc, on va demander, premier examen, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, on trouve soit une anémie neurocytaire hémogramme arégénérative, qui a plusieurs mécanismes de l'anémie. Elle peut être liée à l'hémodilution, c'est-à-dire il y a une immunoglobuline qui augmente dans le sérum. Donc, il y a la pression oncotique qui augmente. Donc, il y a une... donc, c'est... ce qu'on appelle, il va faire appel à l'eau, donc une augmentation du volume plasmatique. Donc logiquement, il y aura une diminution du volume globulaire. Donc on aura une fausse anémie. C'est lié à l'hémodilution. Donc, il peut avoir des auto-anticorps qui s'attaquent aux globules rouges, ça donne les cytopénies auto-immunes. Elle peut être donc d'origine inflammatoire parce qu'il y a un relargage important de cytokines, donc ça donne une anémie inflammatoire. Ou bien c'est dû secondaire à un envahissement médulaire. Quand l'envahissement il est important, on fait la moelle, on trouve plus de 80%, 60% de plasmocytes. Donc, leucocyte, on peut trouver normal, ou bien leucocytes, plaquettes. On fait un frottis sanguin, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ce qu'on appelle les globules rouges en rouleau, c'est dû à l'immunoglobuline qui va donner une agglutination, donc ils vont se déposer donc en pile d'assiettes, aspect en pile d'assiettes. Ils vont se tasser les unes contre les autres. Ensuite, on demande devant toute anémie non-musténomogramme, bien sûr le patient il a un pic monoclonal, donc indication d'un méthylogramme, on fait la moelle. Quand on fait le geste, déjà l'os il est mou parce qu'il y a des lésions osseuses. Donc c'est caractéristique du myélome multiple. On peut avoir une dureté normale. C'est pour ça quand on suspecte un myélome, quand on va faire la moelle, il faut pas trop appuyer parce que l'os il est vraiment mou.
Et le diagnostic, il est posé sur, on trouve plus de 10% de plasmocytes. Dans la leucémie aiguë, on trouve supérieur à 20% de blasts. Mais dans le myélome, c'est plus de 10% de plasmocytes et présence de plasmocytes dystrophiques. Voilà l'aspect de plasmocyte. C'est une cellule lymphoïde. Elle fait 10 à 15 microns de diamètre. Elle est caractérisée par un noyau qui est excentré. C'est un halo clair un halo clair périnucléaire qui correspond à l'appareil de Golgi. Il y a un cytoplasme qui est plus ou moins abondant de basophilie variable. Voilà, il est très basophile. Voilà, on peut avoir des plasmablastes. Pourquoi je dis plasmablastes? Parce que il y a des nucléoles. La chromatine elle est fine, la cellule elle est de grande taille, donc c'est cellules plus ou moins jeunes. Ça, c'est cellules de Mott, c'est-à-dire c'est des immunoglobulines. Vous voyez, c'est un plasmocyte, mais qui sécrète des immunoglobulines qui sont cristallisées. Donc, ça donne l'aspect de cellules de Mott. Ils peuvent être dystrophiques à deux noyaux et il y a des immunoglobulines en flamèche. Donc, voilà les différents aspects de plasmocytes. On va rechercher les plasmocytes doivent être supérieurs à 10%. Ça, c'est un critère obligatoire. Donc, supérieur à 10%. Devant un myélogramme normal, on doit compléter par une biopsie osseuse ça donne un meilleur reflet de l'infiltration. Parfois, nouveau myélogramme sur un autre site, c'est le myélogramme normal, ponction biopsie ostéomédulaire, biopsie de lésions lytiques osseuses. Donc voilà les explorations d'orientation. Il y a d'autres examens d'orientation, c'est la VS, elle est accélérée, sauf dans le myélome multiple à chaîne légère, elle n'est pas accélérée. Les protéines sont élevées, mais l'albumine est diminuée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait électrophorèse de l'hémoglobine. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un pic monoclonal. Donc, quand on interprète cette électrophorèse, vous n'allez pas dire pic monoclonal. Non, c'est un pic en zone gamma d'allure monoclonale. Très bien. Pour confirmer la monoclonalité et typer la monoclonalité, on fait l'immunofixation de l'électrophorèse. Très bien, on va typer et vous voyez que c'est une immunoglobuline IgG lambda la plus fréquente. Ensuite, l'IgA de 20% et IgE 1%, 1%. Donc voilà, l'immunofixation permet de confirmer la nature monoclonale et caractériser la chaîne lourde. Et on fait le dosage pondéral. Donc voilà, dosage pondéral pour avoir le pic. Ensuite, on va suivre le pic. Qu'est-ce qu'on a également? Donc 1%, on peut ne pas avoir le pic monoclonal. On va avoir une hypogammaglobulinémie. L'intérêt de faire le dosage des chaînes légères, des free light. Donc les free light, ça nous permet de préciser le taux des chaînes légères libres. C'est très important ça. Les autres examens, donc, on réalise d'autres examens sur les urines. Parce que la définition du myélome, c'est pic monoclonal au niveau sérique ou urinaire. Donc, au niveau des urines, on va faire électrophorèse protéinurie de 24 heures. L'immunofixation urinaire, puisque l'urine, elle va libérer les chaînes légères, donc ce qu'on appelle la protéine de Benz-Jones. C'est une protéine thermosolide, elle précipite à 50-60 degrés Celsius, se dissout à 90-100 degrés et précipitée en refroidissant. Voilà, ça c'est à retenir. Protéine de Benz-Jones, les caractéristiques de la protéine de Benz-Jones. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le diagnostic positif. Pour dire que c'est un myélome, il faut deux critères. Pour vous, il faut retenir deux critères. Il y a un pic monoclonal et infiltration plasmocytaire. Très bien. Donc le pic monoclonal, il peut être urinaire, sanguin ou bien les deux. Il peut être à immunoglobuline entière ou à chaîne légère libre. À chaîne légère. Voilà. Donc ça, c'est le pic monoclonal. Très bien. Dans rares cas, on peut ne pas trouver le pic monoclonal. C'est les cas, on a parfois le myélome multiple non sécrété. On n'a que la prolifération plasmocytaire. Donc ça, c'est très rare. Mais ce qu'il faut savoir et retenir, c'est la présence d'un pic monoclonal et la présence d'une infiltration plasmocytaire. Donc l'infiltration, elle peut être médulaire.
D'accord? Elle peut être médulaire, donc elle est définie par plasmocytose médulaire supérieure à 10%. Ou bien un plasmocytome médulaire, quand on fait la PBO, quand on fait la moelle, on n'a pas un plasmocytome, on fait la PBO, on trouve un plasmocytome médulaire. Ou bien une atteinte extramédulaire. Si on fait la moelle, on ne trouve pas la prolifération médulaire. On ne trouve pas. Donc on trouve qu'il y a une masse. On fait l'étude histologique et ça donne, ce sont des plasmocytes. Ce sont des plasmocytes. Donc, l'étude histologique est en faveur d'un plasmocytome. Donc, il y a ce qu'on appelle plasmocytome quand c'est une lésion localisée, mais quand il y a des lésions multiples, ça devient myélome multiple. Malgré qu'on n'a pas, c'est ça, c'est des définitions qui ont été faites donc par l'IMWG. Donc, c'est soit prolifération supérieure à 10% au niveau de la moelle, ou un plasmocytome par étude histologique extramédulaire. Donc c'est une tumeur, quand on fait tumeur extramédulaire, quand on fait l'étude histologique, c'est un plasmocytome. Et on a le pic monoclonal. Donc on classe le patient myélome multiple. Voilà. C'est pour ça, je vous ai pas dit qu'il faut dire obligatoirement, il faut qu'il y ait une infiltration médulaire. On peut avoir une, un plasmocytome extramédulaire pour classer myélome multiple. C'est pour ça qu'on classe myélome multiple comme gammapathie monoclonale. Le plus important dans le myélome multiple, c'est qu'il y a deux critères, sont le pic monoclonal et la prolifération plasmocytaire, qui peut être médulaire, donc on a plus de 10% de plasmocytes, ou bien un plasmocytome à l'histologie extramédulaire. Voilà. Plasmocytome solitaire, on dit que c'est un plasmocytome solitaire quand il n'y a que cette lésion. Mais quand il y a plusieurs lésions, il y a le pic monoclonal, donc c'est un myélome multiple. Voilà, il y a d'autres examens. Les autres examens biologiques, il faut un bilan rénal à la recherche d'insuffisance rénale, un bilan phosphocalcique pour voir est-ce qu'il y a une hypercalcémie ou non qui est secondaire à la lésion osseuse, bilan d'hémostase parce qu'il y a un risque d'immunoglobine qui fasse fixer sur les facteurs de coagulation, surtout le déficient en facteur 5 et 7, et donner des anticoagulants circulants. On peut avoir une thrombopathie. LDH, CRP, bêta-2, microglobuline qui reflète la masse tumorale. Test de COMS direct pour rechercher une anémie hémolytique auto-immune. Groupage, RAI, sérologie parce que peut-être on sera amené à transfuser le patient. La cytométrie en flux pour détecter ces plasmocytes médulaires et un peu suivi de la maladie. Quand on traite plus de plasmocytose médulaire. Donc, on peut faire la cytométrie en flux à la recherche d'une maladie résiduelle. Est-ce qu'il reste un petit peu de la... pour intensifier, pour changer, pour avoir une idée sur l'évolution de la pathologie et la réponse au traitement. Donc voilà, cariotype pour voir les différentes anomalies comme les translocations entre 14 et 15-14 qui confèrent des lésions DCP et confèrent à la pathologie un mauvais pronostic. Voilà, donc ensuite, on a les examens radiologiques. Donc, on a vu les examens biologiques. L'examen radiologique, on doit rechercher les lésions osseuses et l'atteinte neurologique. C'est obligatoire. Radiographie standard, on demande des radiographies standards tout le corps. Donc, on recherche quoi au niveau de la radiographie? Donc, on demande crâne, rachis, bassin, fémur, humérus. On recherche quoi? Que la pathologie, elle est symptomatique quand il y a des lésions osseuses. Donc voilà, au niveau de crâne, on va rechercher les géodes qui sont des lacunes à l'emporte-pièce sans liseré périlésionnelle. Voilà les géodes. Il y a donc des lacunes sans qu'il y ait une liseré périphérique. Donc ça, le fond, il est net. Voilà. Donc ça, c'est les géodes. C'est des lacunes à l'emporte-pièce. Quand on voit cet aspect, ça fait évoquer rapidement un myélome multiple. Vous voyez d'autres géodes au niveau de l'humérus. Érosion endostée. On peut avoir des masses. Voilà, donc ça c'est les lésions ostéolytiques.
Vous voyez, donc on peut avoir des géodes à l'emporte-pièce, peuvent s'accompagner de microgéodes qui donnent l'aspect mité au crâne, c'est l'aspect mité au crâne. Radiographie standard, on peut trouver une déminéralisation osseuse diffuse ou ostéolyse avec géode. On peut trouver des fractures, des tassements vertébraux. Donc tout ça, ça signe les lésions ostéo. Donc vous voyez, là c'est un aspect vraiment une déminéralisation avec des macrogéodes et un tassement. Vous voyez cette lésion lithique, donc une masse qui lise l'os. Et cette masse, elle est responsable d'une compression médulaire. Donc l'aspect caractéristique d'évidement, évidemment, elle est vide, vraiment. C'est un traumatisme minime, donc il y aura une fracture qui va déstabiliser la colonne vertébrale et ça va donner risque de compression. Donc on a la réservation intralésionale. Donc voilà, et ça c'est tumeur plasmocytaire. Vous voyez cette tuméfaction, c'est une tumeur plasmocytaire. Si on fait l'étude, donc il y a une tumeur osseuse costale, extension endothoracique. Donc tumeur osseuse soufflant l'os, érodant la corticale et proliférant dans les parties molles. Quand on fait étude cytologique ou histologique, c'est des plasmocytes, c'est un plasmocytome. Cette masse également c'est une lésion lithique. Donc, donc, on peut avoir soit des microgéodes, on peut avoir des lésions lithiques, des érosions endostées, des tassements, des lésions lithiques qui compriment, ou bien des masses. Voilà les différentes lésions au niveau osseux. Ostéoporose, voilà. L'IRM, elle est obligatoire quand il y a des signes de compression médulaire. Quand il y a tassement aux fractures vertébrales, on doit compléter par l'IRM pour voir est-ce qu'il y a une souffrance médulaire ou non. Parce que c'est une urgence thérapeutique. On doit rapidement soit opérer le patient, soit traiter par radiothérapie pour lever l'obstacle. La chirurgie. Donc, par la ménictome. Échographie TDM à la recherche d'une localisation plasmocytaire. Quand on cherche, on n'a pas de lésion, donc on doit rechercher localisation plasmocytaire. Le MG à la recherche d'une neuropathie. Donc, voilà les complications. Quelles sont les complications du myélome? Donc, qui sont liées à l'infiltration, donc l'atteinte osseuse. On a vu les différentes complications. L'hypercalcémie secondaire à l'atteinte osseuse. On peut avoir lésions lithiques, ostéoporose, fracture pathologique, complications ostéoneurologiques jusqu'à la compression médulaire. Les complications secondaires à l'infiltration médulaire, l'anémie, l'insuffisance médulaire globale. L'hypogammaglobulinémie, elle sera responsable des infections. Immunoglobulinémie monoclonale dans le sérum, donc syndrome d'hyperviscosité, dans les urines, l'insuffisance rénale, dans les différents tissus. Quand cette immunoglobuline, elle se dépose n'importe quelle heure, surtout les chaînes légères, elle va être responsable d'amylose. Donc c'est pour ça qu'on fait biopsie systématiquement à la recherche d'amylose. Donc voilà, donc pour poser le diagnostic, les critères IMWG, donc qu'est-ce qu'ils disent? Critères donc myélome multiple, il faut un pic monoclonal avec plasmocytose médulaire supérieure à 10%. Ou, donc, nouvelle, avant on se base surtout quand il y a un plasmocytome, sans qu'il y ait infiltration plasmocytaire, il y a le pic monoclonal, donc c'est un myélome multiple. Donc, myélome multiple, ce qu'il faut retenir et mettre, c'est une gammapathie monoclonale. Secondaire à une prolifération plasmocytaire avec la sécrétion d'immunoglobulines monoclonales. Donc, pour poser le diagnostic, il faut qu'il y ait le pic monoclonal et il faut qu'il y ait la prolifération plasmocytaire. Que ce soit médulaire, donc c'est taux de plasma supérieur à 10% médulaire, ou bien plasmocytome extramédulaire avec un pic monoclonal. On a dit qu'il y a dans de rares cas une infiltration plasmocytaire, mais il n'y a pas une immunoglobuline, ce qu'on appelle myélome non sécrétant. Donc voilà pour les critères IMWG, le pic monoclonal, l'infiltration plasmocytaire. C'est obligatoire. Et pour dire qu'il est symptomatique, donc il faut qu'il y ait au moins une complication. Donc ce qu'on appelle les critères CRAB. Soit une hypercalcémie, donc C. Insuffisance rénale, c'est R. Anémie, c'est A. Et lésion osseuse, c'est B. Bonne lésion. Donc voilà. Donc c'est ça
on a les critères diagnostiques et pour dire que c'est un myélome multiple symptomatique, il faut qu'il y ait au moins un critère grave qui est l'hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie et lésions osseuses. Et ces lésions, donc on a dans les nouvelles classifications, on a rajouté dans le grave les infections récurrentes, donc c'est les complications, ou bien amylose, le signe d'hyperviscosité, et plus d'une lésion, donc les critères slim, plasmacytose, chaîne légère. Donc ce qu'il faut retenir, je reviens sur le donc, ce qu'il faut retenir, que pour poser le diagnostic de myélome, il faut qu'il y ait une infiltration plasmocytaire, surtout médullaire supérieure à 10%, avec un pic monoclonal, soit immunoglobuline entière, soit chaîne légère. Voilà, très bien. Je vous dis, il y a une particularité dans le myélome multiple. Quand il n'y a pas une infiltration et on a un plasmocytome, donc c'est extramédullaire. Donc on classe le patient avec le pic, on classe le patient myélome. Si parfois, dans rares cas, ça c'est pour vous également, il n'y a pas un pic monoclonal, mais il y a l'infiltration plasmocytaire et il y a des complications. Donc on parle de myélome non sécrétant. Donc voilà, c'est pour, il y a quelques tableaux cliniques particuliers, c'est tout. Donc, ça, c'est l'histoire de la maladie. On revient sur le premier schéma avec lequel on a commencé. Donc, l'MGUS, c'est-à-dire gamma-pathie monoclonale de signification indéterminée. Donc, il y a le pic monoclonal, il n'y a pas l'infiltration plasmocytaire, ni au niveau de la moelle. Si on fait une radiologie complète, PET scan, etc., on n'a pas de lésion. On n'a pas de plasmocytome. Donc, c'est un MGUS. Il n'y a pas d'autres pathologies. Donc, on classe patient. C'est une gamma-pathie monoclonale parce qu'il y a le pic monoclonal, mais il n'y a pas l'infiltration, il n'y a pas la prolifération plasmocytaire. Donc, on doit surveiller. Donc, parce qu'il peut évoluer vers le myélome. Il peut évoluer vers le myélome. Donc, on doit surveiller. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le MGUS. C'est pour ça, dans la définition, quand je vous ai dit, parce que quand on a commencé les hémopathies malignes, je vous ai dit, pour dire toute monoclonalité signe la malignité. Oui, effectivement, dans les hémopathies, dans les lymphomes, etc. Il y a une particularité dans les gammapathies monoclonales, quand il n'y a pas une prolifération. C'est-à-dire, on a le pic monoclonal, qui signifie, on a le pic monoclonal, mais on n'a pas la prolifération plasmocytaire monoclonale. Donc, on parle de MQS, mais on doit surveiller. C'est pas malin. C'est pour ça que je vous ai dit, toute gamma-pathie monoclonale ne signifie pas à 100% que c'est synonyme de malignité. Donc, on doit surveiller, on reste sur MGUS, mais on doit surveiller parce que ça peut évoluer dans un myélome multiple. Mais le plus souvent, quand on a gamma-pathie et on recherche, on va trouver un myélome multiple ou autre pathologie. Voilà. Donc, ça c'est pour myélome multiple indolent, quand il y a le pic monoclonal, il y a l'immunoglobuline, mais elle est asymptomatique. Il n'y a pas de grave, il n'y a pas de complications, donc on va dire qu'il est indolent. Il n'est pas encore symptomatique. S'il y a une des complications, donc ça devient myélome multiple actif ou symptomatique. Donc voilà. C'est ensuite plusieurs facteurs pronostiques. Donc ça, c'est des classifications à retenir ces classifications. Je vous ai dit que les classifications sont faites pour homogénéiser le langage, pour avoir le même langage médical, afin de bien prendre en charge le patient. Grâce à la classification, il y a des protocoles qui sont dédiés à chaque classe de pathologie, à chaque type de pathologie, à chaque stade. Donc voilà. Donc il y a deux classifications. Il y a la classification du salement du riz qui permet de dire qu'on est stade 1, 2 ou 3. Stade 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il y a 6 critères. Ce qu'il faut retenir, IgG, IgA, chaîne légère, protéine Benz-Jones. Inférieur à 50, supérieur à 70. Inférieur à 30, supérieur à 50. Inférieur à 4, supérieur à 12. Si on a un pic monoclonal inférieur à 50, hémoglobine supérieure à 10 et calcémie inférieure à 12 et absence de lésion, c'est stade 1. Quand il y a
pic monoclonal supérieur à 70 ou une anémie inférieure à 8,5 ou une calcémie supérieure à 12 ou plus de 3 lésions osseuses, donc c'est stade 3. Entre les deux, c'est stade 2. Donc, cette classification, elle est basée sur le pic monoclonal, sur l'hémoglobine, sur la calcémie, pardon, donc sur la calcémie et sur les lésions osseuses. Donc, voilà. Si on a ces critères, donc on est stade 1. Si on a ces critères, donc soit anémie inférieure à 8,5, soit calcémie supérieure à 12, ou bien plus de 3 lésions, on classe, ou bien un pic qui dépasse 70, donc on classe notre patient stade 3. Si on est né là, c'est stade 2. Très bien. Si on a une fonction rénale qui est normale, donc on va dire stade 3A, c'est-à-dire il n'y a pas une insuffisance rénale. S'il y a une créatinine qui est supérieure à 2 grammes par décilitre, donc on parle d'insuffisance rénale, donc stade 3B. Donc, quand on met 3B, je vais comprendre que soit il y a une anémie, soit il y a des lésions osseuses ou un pic très important, une hypercalcémie, avec une insuffisance rénale. Vous voyez, donc c'est pour avoir le même langage. Et il y a la classification ISS. ISS, elle est basée, c'est pronostic. Stade 1, ISS 1, c'est-à-dire bêta-2 microglobuline. Donc, ce qu'il faut retenir, bêta-2 microglobuline 3,5 et l'albumine 35. Voilà. C'est supérieur à 3,5. Là, non. Ça, bêta-2 microglobuline inférieur à 3,5 et l'albumine supérieur à 35. Donc, c'est stade 1. Si on a bêta-2 microglobuline, peu importe l'albumine, supérieur à 5,5, c'est ISS 3. Si on est né stade 1, ni ISS 1, ni ISS 2, 3, c'est ISS 2. Donc la survie est différente. Les patients qui ont ISS 1, donc la survie médiane, elle est de 62 mois, 45 mois pour l'ISS 2 et 29 mois pour l'ISS 3. Donc voilà, bêta de microglobuline inférieur à 3,5 et albumine supérieur à 35, on va classer le patient ISS 1. Si le bêta de microglobuline est supérieur à 5,5, on va le classer ISS 3. Entre les deux, on va le classer ISS 2. Il y a une nouvelle classification ISS révisée, je vais pas... il y a l'LDH qui est un autre critère, l'LDH, et il y a l'étude cytogénétique. Il y a les facteurs génétiques, donc comme le translocation 414-17P, 11-14, confère à la pathologie mauvais pronostic. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la classification de salmonellurée et c'est l'ISS. Voilà. Il y a l'ISS révisé, je ne vais pas vous en comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ces deux classifications. Ce qu'il faut savoir dans le myélome multiple, pour en résumer, donc c'est une pathologie qui appartient aux gammapathie monoclonale. Gammapathie monoclonale, il y a deux, parce qu'il y a une sécrétion de pic monoclonal. Voilà pourquoi on dit gammapathie monoclonale, parce qu'il y a sécrétion de pic monoclonal. Il y a deux gammapathies monoclonales. Il y a le myélome, il y a le Waldenström. Dans le myélome, elle est caractérisée par un pic monoclonal avec prolifération plasmocytaire. Donc, pour poser le diagnostic, il faut dire que plasmocytose médulaire supérieure à 10% et un pic monoclonal, soit immunoglobuline entière, soit à chaîne légère. Très bien, c'est ça les critères diagnostiques. On peut rajouter soit plasmocytose médulaire supérieure à 10% ou plasmocytome extramédulaire. Très bien. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Il faut connaître les différentes complications. Complications rénales, calcémie, les différentes complications. Il faut connaître la classification salmonellurée et la classification ISS pour le pronostic. Voilà. Donc, forme particulier, je ne vais pas m'attarder sur ça. Chaîne légère quand on fait l'intérêt des free light. Pour non sécrétants, donc on a que l'infiltration plasmocytaire VS, tout est normal. Plasmocytome solitaire, il y a une tumeur plasmocytaire isolée, c'est tout. Il n'y a pas d'autres lésions, d'autres atteintes. Leucémie à plasmon, elle est définie par réaliser un tableau de leucémie aiguë. Insuffisance médulaire et présence de généraux, plasmocytose circulante supérieure égale à 20%. Le pronostic, il est redoutable. Poem syndrome, c'est les autres. Ça, c'est des formes particulières. Vous n'êtes pas tenu de. C'est bien de les connaître, mais c'est pas
Vous n'êtes pas obligé de les retenir. Les autres gamma-pathés monoclonales, on peut avoir des gamma-pathés monoclonales dans la maladie de von Strom, LLC, leucémie intrico, lymphome et les autres maladies non hématologiques. On peut avoir les gamma-pathés monoclonales. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'introduction, gamma-pathé monoclonale ne signifie pas obligatoirement quelque chose de malin. Ça, je reste sur les gamma-pathies monoclonales. Mais dans les hémopathies, quand on a une cellule monoclonale, c'est un signe de malignité. Pour ne pas pour ne pas confondre entre les deux. Voilà. Quand il y a une prolifération cellulaire d'origine hématologique monoclonale, c'est un signe de malignité. Mais dans ce cours, les gamma-pathies monoclonales, c'est-à-dire la sécrétion d'immunoglobulines monoclonales, ne signifie pas obligatoirement une malignité ou bien une hémopathie maligne. On peut trouver dans l'hépatopathie une gamma-pathie monoclonale. On peut trouver dans les maladies auto-immunes. Voilà ce que je voulais dire. Les gammapathies idiopathiques, donc de signification indéterminée, il y a un pic monoclonal, il n'y a aucune autre étiologie. Donc le traitement c'est d'améliorer la survie globale. C'est une maladie qui est incurable et chronique, donc on doit améliorer surtout la qualité de vie. Donc l'objectif c'est les RCS, réponse complète, stringente, réponse complète, une réponse partielle de bonne qualité, donc very good partial response, donc réponse partielle de bonne qualité. Ce qu'on appelle réponse partielle. Donc ça, c'est des définitions, vous n'êtes pas obligé de les connaître. Donc le traitement, il faut connaître le principe du traitement. Vous êtes tenu, autant que médecin généraliste, de connaître le traitement symptomatique parce que vous allez vers des gardes au pavillon des urgences. Donc vous pouvez recevoir tous les patients même. Donc un patient qui a un myélomultiple qui vient en urgence pour un syndrome anémique. Donc vous devez savoir faire la part des choses entre une anémie vraie et une anémie, fausse anémie. Donc il faut voir l'hématocrite, le globule rouge. Donc on a vu ça dans l'anémie, le cours des anémies. Traitement des lésions osseuses. Donc on doit donner des biphosphonates, des antalgiques par palier, immobilisation. S'il y a une fracture, un tassement, il faut faire l'embostat, donc ceinture lombaire pour bloquer le rachis parce qu'il y a risque de fracture pathologique et donner une compression, fixation chirurgicale. Les complications neurologiques inaugurales nécessitent un geste. Donc, quand il y a une complication neurologique, compression, donc il faut un geste, il faut indiquer directement, appeler le neurochirurgien pour lever décompressif, donc la minectomie décompressif, ou bien si on a le diagnostic, indiquer une radiothérapie. L'insuffisance rénale, il faut une hyperhydratation si elle est terminale, donc une dialyse. L'hypercalcémie, réhydraté, biphosphonate, les corticoïdes, un diurétique, donc c'est le traitement d'une hypercalcémie. L'hyperviscosité, si on a une hyperviscosité très importante, il faut plasmaphéresis. Les infections, c'est le traitement antibiotique. Donc il y a plusieurs protocoles. Donc, il y a une polychimiothérapie, les triplettes. Donc, il y a le VL4, VCD, VTD, VRD. Il y a plusieurs protocoles. Donc, par exemple, thalidomide, revlimide, cyclophosphamide. Ça, c'est les différentes armes thérapeutiques. Sujet moins de 65 ans, la base du traitement, c'est quoi? C'est une polychimiothérapie. On utilise trois molécules quand c'est inférieur à 65 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on obtient une très bonne réponse ou bien une réponse complète après 4 cures? On va faire une intensification. On prélève le patient, on prélève les cellules souches, les CD34 positifs, voilà, et on fait une chimiothérapie intensive, ce qu'on appelle une intensification. Donc, on va donner une chimiothérapie à haute dose. Melphalan, parfois on rajoute le VL4. Ensuite, et patient il va être en aplasie, on va réinjecter les cellules qu'on a prélevées. Donc, ce qu'on appelle l'autogreffe. Quand le sujet, son état, donc il est fit, donc inférieur à 65 ans. Les sujets supérieurs à 65 ans, on utilise le plus souvent deux traitements. Donc, Velcade, dexaméthasone, MP, melphalan, prednisone. Voilà, donc
doublé, donc chimiothérapie conventionnelle. Donc ce qu'il faut savoir, qu'il y a plusieurs protocoles VCD, VTD, VRD, intensification, autographe puis un traitement d'entretien pour les sujets jeunes, sujets âgés, on utilise deux traitements. Leucémie, quand il y a plasmocytes circulant supérieur à 20%, c'est ça la définition de leucémie à plasmon, c'est particulier. C'est pas la plasmocytose supérieure à 20% au niveau de la moelle. Non, c'est supérieur à 20% au niveau périphérique. Je vous ai dit, ça fait partie des gamma-pathie myélome. Il ne faut pas la copier sur leucémie ou lymphome. Non, c'est une gamma-pathie monoclonale. C'est ça les définitions du myélome. Leucémie plasmo, c'est le traitement, on rajoute anthracycline, c'est le VAT. Donc, l'évolution, le traitement induit, donc voilà l'évolution, c'est une maladie incurable, donc on obtient, euh, donc il y a ça, MGUS ou myélome indolent, il va évoluer vers un myélome, on traite, donc on obtient une rémission, ensuite il récidive, on obtient une autre rémission, il récidive, donc voilà, c'est une évolution dans le dossier, donc par palier, évolution par palier jusqu'à l'échappement. Là, il va faire une résistance. Vous avez vu, dans ce schéma, j'aime bien ce schéma, le patient il développe des clones, d'autres mutations qui vont rendre la maladie plus agressive jusqu'à ce que la maladie devienne réfractaire et là on n'arrive plus à traiter et ça évolue malheureusement vers le décès. Mais avec le nouveau protocole, on arrive à gérer on a plusieurs molécules donc j'espère qu'il y aura un traitement qui peut guérir la pathologie, j'espère. Donc, en conclusion, myélome multiple, c'est une pathologie, ce qu'il faut savoir, c'est une pathologie plurimédicale parce que ça touche le rein, ça touche le système nerveux, ça touche encore une pathologie, l'orthopédie parce que les lésions osseuses, la radiologie, la gériatrie, donc voilà, c'est une maladie et qui est incurable, maladie chronique et incurable. Il y a plusieurs critères diagnostiques. Elle fait partie des gamma-pathies monoclonales définies par prolifération plasmacytaire avec pic monoclonal. Les complications, on a vu les complications. Les classifications, il y a deux, salmondiurie et l'ISS. Et on a vu le traitement. Voilà ce qu'il faut savoir, myélome multiple. Les messages à vous faire passer, donc les messages les plus importants devant tout patient, surtout les sujets âgés, anémie normocytanie, n'hésitez pas à demander une électrophorèse protéine sérique. N'hésitez pas à demander une électrophorèse protéine sérique si vous avez un patient qui se plaint de douleurs osseuses. Si on a un patient avec des fractures, même s'il a de l'ostéoporose, il n'y a pas de problème. Vous demandez de l'électrophorèse protéine sérique parce que si on a un patient qui n'est pas, il y a quelques symptômes, on peut gérer donc et améliorer sa qualité de vie. C'est parce que parfois ça nous arrive de recevoir des patients avec des fractures multiples, donc et ça altère vraiment la qualité de vie. Donc n'hésitez pas à demander une électrophorèse des protéines sériques, une VS. C'est très important. Donc devant tout pic monoclonal, il faut demander une immunofixation, un avis en hématologie indiqué 1 mg. S'il y a une hypogamma-globulinémie, il faut demander les free light parce qu'il y a les myélomes multiples à chaîne légère. Donc on ne trouve pas un pic monoclonal. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une hypogamma ou électrophorèse normale. Donc on doit compléter par les free light. Demander dosage parce que maintenant c'est dans les recommandations, surtout dans myélome multiple à chaîne légère. Donc c'est les free light, dosage des chaînes légères libres. Il faut rechercher les complications. L'urgence c'est la compression médulaire. Voilà. Donc, j'espère que ça a été clair pour le myélome. On va enchaîner avec la maladie de Waldenström. Donc, je vais être rapide. C'est une hémopathie lymphoïde chronique. C'est une gamma-pathie monoclonale, mais elle est entre la gamma-pathie monoclonale et entre le syndrome lymphoprolifératif. Voilà, elle est entre les deux, mais elle fait partie des gamma-pathies monoclonales et des hémopathies lymphoïdes chroniques, donc développées aux dépens de la lignée lymphoïde. Donc l'origine c'est lymphoïde B, c'est les lymphoplasmons. Donc il y a le lymphocyte B qui vont donner les différentes lymphomes, et ensuite il va donner lymphoplasmon, ensuite il va donner plasmon. Donc l'intermédiaire entre plasmon et le lympho, c'est le lymphoplasmocyte. Donc voilà, donc c'est une infiltration lymphoïde polymorphe de la moelle
et des organes lymphoïdes secondaires par des cellules lymphoïdes B à différenciation plasmocytaire, c'est les lymphoplasmos. Avec présence, ces lymphoplasmos, ils vont sécréter un immunoglobuline monoclonale IgM à quantité élevée. Donc, c'est un lymphome B mature de type lymphoplasmocytaire avec et gamma-pathie monoclonale. Vous voyez cette classification, c'est pour ça donc classification de, je vous ai pas parlé des myélomes multiples et des maladies de Waldenström, donc ils font partie des gamma-pathies monoclonales. Voilà, pour le myélome, c'est une gamma-pathie monoclonale, c'est l'infiltration plasmocytaire, et le Waldenström, c'est une infiltration lymphoplasmocytaire. Et cette infiltration plasmocytaire, lymphoplasmocytaire, elle touche et la moelle et les organes, elle touche la moelle et les organes lymphoïdes. Et ça donne une infiltration lymphoplasmocytaire. Donc, pour poser le diagnostic, il faut qu'on trouve une infiltration lymphoplasmocytaire médulaire et un pic monoclonal type IgM. Donc, voilà, fait partie des syndromes lymphoprolifératifs. La fréquence elle est 2%. Elle touche le sujet âgé, prédominance masculine, 6% jusqu'à 2% des syndromes lymphoprolifératifs B. L'incidence elle est 2,4 par million d'habitants. Donc, sur le plan physiopathologique, maladie de Waldenström, il y a une infiltration tumorale qui touche la moelle et les organes lymphoïdes secondaires. Donc, la moelle, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle donne des signes d'insuffisance médulaire. Et quand elle touche les organes lymphoïdes secondaires, donc, c'est les adénopathies généralisées, symétriques, bilatérales, indolores, amygdales. C'est si vous voulez comparer, on compare, je vais vous faciliter les choses. On a vu la LLC. Maladie de Waldenström, c'est pratiquement, on veut la comparer avec la leucémie lymphoïde chronique. D'ailleurs, c'est pratiquement, donc, sauf que la maladie de Waldenström, il y a le pic monoclonal à IgM. Donc voilà, c'est pratiquement, donc il y a l'infiltration lymphoplasmocytaire qui vont ensuite, ces lymphoplasmocytes, ils vont aller au niveau des organes lymphoïdes secondaires et ça donne des adénopathies généralisées. Et l'infiltration plasmocytaire médulaire, elle va donner une anémie, infection, hémorragie, donc les cytopénies au niveau médulaire et l'amaigrissement. Donc ça, c'est secondaire à l'infiltration tumorale. Ça, c'est les signes généraux. Circulation d'immunoglobuline. L'immunoglobuline, elle est lourde. On a vu que le poids moléculaire, c'est le plus élevé. Donc, elle va donner les syndromes d'hyperviscosité, donc les céphalées, le vertige, etc. Une cryoglobulinémie et activité auto-anticorps. Donc, auto-anticorps qui vont s'attaquer aux globules rouges, au système neurologique périphérique. Elle va donner pour les radiculonucléaires chroniques démyélisantes. Et les dépôts tissulaires d'IgM, elle va donner de l'amylose. Donc, voilà, à partir de ce schéma, on peut déduire les signes cliniques, etc. Donc, sur le plan clinique, découverte fortuite. Donc, voilà. Découverte, c'est soit fortuite, soit les signes cliniques, l'hyperviscosité, les cytopénies, neuropathie périphérique, ou bien les complications. Donc, les signes cliniques liés à l'infiltration. Donc, on a vu les signes de cytopénie, soit un syndrome anémique, syndrome hémorragique et le syndrome infectieux. Ou bien l'infiltration tumorale. Donc, on a adénopathie comme le syndrome lymphoprolifératif. Donc, on a l'adénopathie cervico-axillaire, puis inguinale crurale, bilatérale, symétrique, ferme et indolore. Les ganglions profonds seront touchés. Recherché, pardon. Splénomégalie et hépatomégalie, localisation viscérale, elle est présente dans 10% des cas. C'est pas précoce. Donc, les signes d'hyperviscosité. Donc, on a vu liés à l'infiltration. Vous avez vu les signes cliniques. Liés à l'hyperviscosité. Donc, on a le syndrome hémorragique œdémique. Et on a les syndromes neurologiques. Le syndrome neurologique, on a quels sont les signes d'hyperviscosité. Donc, hyperviscosité, donc on aura les céphalées, l'obnubilation, syndrome de confusionnel, les neuropathies. Infondeux, on retrouve hémorragie rétinienne et l'œdème papillaire. Donc, ça, c'est les signes d'hyperviscosité plasmatique. Et les signes liés à la cryoglobulinémie, on aura phénomène de Raynaud et des occlusions vasculaires périphériques. Les signes d'insuffisance médulaire, c'est la pâleur, l'asthénie, dyspnée, syndrome anémique, syndrome hémorragique ou bien syndrome infectieux.
Donc voilà les différentes manifestations cliniques et complications. Donc soit l'infiltration tumorale, on a vu les différents signes cliniques, soit liées à l'immunoglobuline et voilà l'hyperviscosité, cryoglobulinémie, dépôt amyloïde, ou bien IgM sérique, propriété antigénique, c'est neuropathie, la lutéine froide. Donc voilà pour examen clinique. On a l'examen biologique. Donc la vieillesse elle est accélérée parce que il y a une IgM. L'anémie, elle est normocytaire comme un régénératif. On peut avoir une fausse anémie quand il y a syndrome d'hyperviscosité, donc l'hémodilution. Quand l'anémie, donc par insuffisance, ou bien on recherche, elle peut être hémolytique, donc l'anémie hémolytique auto-immune. Leucocytes normaux ont augmenté, thrombopénie normale. Frottis sanguin, donc phénomène de rouleau, donc globule rouge en rouleau, et on retrouve des lymphoplasmocytes. Donc voilà le frottis sanguin. Mais quand on doit faire le médulogramme, donc doit trouver une infiltration polymorphe faite de lymphocytes, lymphoplasmos, plus ou moins des plasmocytes, mais surtout les lymphoplasmocytes. On fait la biopsie parfois, donc on peut faire la biopsie, infiltration des vis interstitielles en nodulaire. Et il faut faire l'immunophénotypage de ces lymphocytes qui sont CD19, CD20, FMC7 positif et IgM-D. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le bilan protéidique. Donc voilà les globules rouges en rouleau et voilà infiltration lymphoplasmocytaire. Voilà les lymphoplasmos, les lymphocytes, les lymphoplasmos, les lymphoplasmos, les lymphocytes. Voilà une infiltration lymphoplasmocytaire médulaire. Voilà, c'est des lymphoplasmos, des lymphos petite taille, donc c'est polymorphe. Ensuite, on fait le bilan protéidique, donc tout pic. Ça, c'est à retenir. Tout pic à IgM, pic monoclonal à IgM, c'est une maladie de Waldenström jusqu'à preuve du contraire. On a un pic à IgM, il faut faire la moelle, rechercher lymphoplasmos et l'immunophénotype. Si on a une infiltration lymphoplasmocytaire, c'est la maladie de Waldenström. Si il n'y a pas une infiltration lymphoplasmocytaire, on recherche les autres causes, donc le myélome à IgM qui est très rare, etc. Ça, c'est également à retenir. Le pic, il est souvent supérieur à 5 grammes, qui migre en zone parfois bêta et gamma. Donc l'immunofixation qui permet de préciser le type du pic et ensuite on fait le dosage pondéral, analyse des urines, donc rechercher protéines de Bess-Johnson. L'activité cryoglobulinémique, la glutinine froide, le bilan d'hémostase, LDH et bêta-2 microglobulines qui ont un intérêt pronostic. Donc ça, c'est des choses à connaître. Donc, pour poser le diagnostic, les critères diagnostiques, donc c'est une immunoglobuline IgM monoclonale. IgM monoclonale. Infiltration par des petits lymphocytes et des lymphoplasmocytes. Et l'immunophénotypage est particulier. Donc, IgM, CD5 négatif, CD19, CD23, sont CD20 positifs, CD20 positif, CD19 positif, FMC7 positif, et un clone plasmocytaire. On peut retrouver un clone plasmocytaire. Et il y a la recherche de la mutation, plus récemment, a été mise en évidence, mutation MID98. Ça, c'est... Mais ce qu'il faut retenir donc, pour vous, c'est le pic IgM avec infiltration lymphoplasmocytaire. Voilà, c'est deux. Et lymphoplasmocytes, ils ont un immunophénotypage. Il faut faire l'immunophénotypage de ces lymphoplasmocytes. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Donc, on doit rechercher les complications. On a vu les différentes complications, les diagnostics différentiels, c'est bon. Le facteur pronostic, c'est les PSS. Il y a l'âge supérieur à 65 ans, l'hémoglobine, les plaquettes. Donc, ça, c'est... Donc, on va passer à les complications. Vous avez vu l'anémie hémolytique auto-immune, l'activité cryoglobuline, l'insuffisance médulaire, troubles neurosensoriels liés à l'hyperviscosité. Il faut faire le MG à la recherche d'une neuropathie périphérique. Il peut se transformer en lymphome à grande cellule, comme la leucémie. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Donc, le traitement, but, c'est pour prolonger la survie. Et le traitement symptomatique, donc, c'est l'hyperviscosité, donc, plasmaphéresis. Pour diminuer, on va faire
c'est pas, on va pas enlever les globules, on va enlever le plasma qui contient des immunoglobulines pour élever le syndrome d'hyperviscosité. Donc, c'est ce qu'on appelle plasmaphérèse. On va enlever le plasma, l'excès d'immunoglobulines. Le traitement spécifique, il y a le chloramine, cyclophosphamide. Donc, voilà l'algorithme du traitement, c'est une polychimiothérapie. On peut, un Waldenström qui n'est pas symptomatique, on peut opter pour l'abstention thérapeutique, comme la LLC. Quand il est symptomatique, et c'est ça les critères d'initiation de traitement, les signes généraux, donc ça, il devient symptomatique, hyperviscosité, adénopathie, hépatomégalie, organomégalie, neuropathie, ou bien des critères biologiques particuliers. Donc, on commence le traitement. Donc, voilà l'algorithme de traitement. Première ligne, donc, s'il y a des complications, donc ce qu'il faut savoir, c'est une polychimiothérapie. On rajoute le rituximab parce qu'il y a le CD20 qui est positif, donc c'est un anti-CD20. On peut ne pas le mettre surtout quand il y a un syndrome d'hyperviscosité dans la première cure, on le laisse pour la deuxième cure. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'il faut savoir, c'est une polychimiothérapie et c'est tout. On peut donc, c'est asymptomatique, c'est une abstention thérapeutique. Si c'est symptomatique, on propose le traitement, une polychimiothérapie. Donc, il y a plusieurs protocoles. On peut utiliser herbendamustine, l'RCD, quand il y a surtout des cytopénies auto-immunes. Il y a plusieurs protocoles. L'R-chloraminophène peut être utilisé. Il y a les nouvelles thérapeutiques comme les protéines, etc. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur la maladie de Waldenström. Donc, et voilà, on a vu le myélome multiple et le Waldenström, et on a fini avec les hémopathies malignes. J'espère que ça a été clair. Je vous souhaite bon courage.